Bonjour tout le monde. Merci d'être venu, surtout vendredi après-midi, donc double remerciement. Le dernier panel, je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin, sur l'Iran, le sujet le plus intéressant. On m'a demandé de mentionner que le panel iranien est le seul qui a respecté l'équité homme-femme. Donc, je vais juste vous présenter les trois panélistes et après ça, on va se lancer dans les présentations. Donc, le premier panéliste, un ami à moi, Pierre Pahlavi. Pierre Pahlavi est professeur agrégé au département des études de la défense du Collège des forces canadiennes. Son CV est excessivement long, mais je vais juste résumer en disant que son dernier livre intitulé « Le marécage des ayatollahs », Histoire de la révolution iranienne, a reçu le prix Diane Potier-Boès de l'Académie française et sera disponible bientôt en version de poche. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Filouzeh Nahavandi. Elle est professeure ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, directrice du Centre d'études de coopération internationale et du développement, présidente de l'école doctorale en développement. Elle est auteure de plusieurs livres, dont j'aimerais mentionner un qui s'appelle « L'Iran » et l'autre qui s'appelle « L'Iran dans le monde ». Et en troisième lieu, nous aurons le droit à une présentation d'une autre amie, Hania Ziahi. Hania Ziahi est la coordonnatrice de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Et c'est entre autres elle qu'on doit remercier pour l'organisation de cette journée-conférence. Elle est aussi également doctorante en sociologie entre l'UQAM et l'Université libre de Bruxelles. On commence par Pierre? On y va. On y va. Bon, d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de cette conférence qui ont fait les choses à la perfection. Je ne suis pas étonné d'ailleurs que Annie y soit pour beaucoup. Et grande fierté que ce soit un panel 100% iranien. Donc forcément d'une grande qualité. Et d'une grande modestie. La modestie iranienne. Je n'y suis pour rien. Alors, voilà, donc on se pose beaucoup de questions sur la politique étrangère iranienne. Que veulent les Iraniens? Où veulent-ils aller? Quels sont leurs objectifs? C'est une politique étrangère qui est souvent décrite comme étant imprévisible. Si vous voulez mon avis, je pense que la politique étrangère de notre voisin du Sud, et quand je parle de notre voisin du Sud, c'est en tant que Canadien que je parle, est beaucoup plus imprévisible. Mais c'est vrai que la politique étrangère iranienne est souvent difficile à déchiffrer. À défaut de pouvoir la déchiffrer ou de la rendre complètement prévisible, il est possible de décrypter la logique sous-jacente qui la motive en la regardant à travers le spectre géopolitique. Et à travers ce spectre, ce qu'on voit, c'est que l'Iran a un rôle géopolitique. Il faut distinguer le rôle qu'on lui donne, que les autres puissances étrangères lui accordent, et le rôle que l'Iran voudrait lui-même jouer sur la scène internationale. Alors, pour la plupart des grands États internationaux, que ce soit les États régionaux ou les États extra-régionaux, l'Iran est souvent perçu comme un moyen, comme un outil, comme un instrument au service de leurs agendas stratégiques. Là aussi, il faut faire une distinction entre les États régionaux et les États extra-régionaux. Pour les voisins immédiats de l'Iran, pour les voisins eurasiatiques de l'Iran, ce pays est avant tout considéré comme un verrou stratégique situé sur un axe est-ouest. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que l'Iran est souvent vu comme un corridor de passage. C'est traditionnellement un corridor d'invasion pour les conquérants. Et ça depuis la nuit des temps, hein, pour les envahisseurs, les conquérants. On peut penser à Alexandre le Grand ou au sultan ottoman à l'ouest.
ou encore à Gengis Khan ou Tamerlan à l'Est. C'est aussi de manière un peu plus pacifique une étape sur une voie commerciale pour les marchands, et je pense plus particulièrement aux marchands chinois de la route de la soie. La route de la soie, autant dans son acception médiévale que dans la nouvelle mouture que sont en train de préparer les dirigeants de la République populaire de Chine en ce début du XXIe siècle. C'est aussi un passage stratégique vers le nord, et en particulier vers le Caucase et l'Asie centrale pour les puissances arabes et musulmanes, et inversement un accès vers le sud et en particulier vers les mers chaudes pour les dirigeants russes de Catherine la Grande ou Pierre le Grand à Vladimir Poutine, qui voit en particulier l'Iran comme une rampe de lancement, une plateforme pour la projection de ses forces militaires. Alors voilà la manière dont les voisins immédiats de l'Iran perçoivent son rôle, sa fonction géopolitique. Si on regarde un peu plus loin, si on prend un peu plus de recul et qu'on s'intéresse à la manière dont l'Iran est perçu par les puissances extra-régionales, et là je fais davantage référence aux pays occidentaux et aux puissances anglo-saxonnes en particulier, l'Iran est davantage perçu comme un pion stratégique qui est confiné à un rôle d'État tampon. C'est le rôle qui lui avait été fait jouer pendant le grand jeu d'influence du XIXe siècle, qui avait opposé la couronne britannique au tsar de Russie. C'est aussi le rôle qui lui est accordé dans la vision géopolitique codifiée par Nicholas Spikeman, le grand géopoliticien américain qui a largement influencé la politique étrangère américaine du début du XXe siècle et encore aujourd'hui. Donc un État de ce fameux Rimland. Vous voyez, c'est un État du Rimland, donc ce corridor terrestre qui entoure le Heartland, et essentiellement le Heartland russe, et dont la fonction est d'aider les puissances maritimes occidentales à étouffer ce Heartland russe, à l'endiguer dans un minimum. C'est aussi le rôle qui a été joué par l'Iran au cours de la guerre froide, à l'époque du pacte de Bagdad, à l'époque du Shah, cet Iran qui était utilisé par les États-Unis notamment comme une pièce maîtresse sur l'échiquier, le fameux grand échiquier, que ce soit celui de Henry Kissinger ou de Zbigniew Brzezinski. Une version un peu plus commerciale, un peu plus mercantile, c'est la vision des puissances européennes qui voient tout simplement l'Iran comme un débouché économique. Donc, toutes ces puissances extérieures ont tendance à voir l'Iran comme un moyen, comme un instrument qui est là pour servir leurs objectifs et non comme une finalité en soi. Alors, en ceci, la vision des puissances étrangères est en clash, est en contradiction avec la manière dont les Iraniens perçoivent eux-mêmes leur rôle sur l'échiquier, dans l'arène internationale. Pour les Iraniens, leur pays ne peut se réduire ni à un axe géostratégique, ni à une voie de passage, ni à un pion stratégique, et encore moins à un débouché économique. Les Iraniens sont un peuple fier, je pense que je l'ai démontré en arrivant sur... Les Iraniens ont une très haute opinion de leur pays, et à leurs yeux, le destin de l'Iran est ni plus ni moins que de reprendre sa place dans le panthéon des grandes puissances. Les Iraniens sont convaincus que c'est la place légitime que doit occuper leur pays sur la scène internationale. Alors cette volonté de puissance, elle découle de la fierté qu'ont les Iraniens d'appartenir à une très grande civilisation, une très vieille civilisation, et puis une forme de nostalgie de l'époque passée, de la grandeur passée, et qui continue à modeler la vision du monde des Iraniens. Ce désir de revenir à l'avant-scène est aussi influencé par un sentiment de vulnérabilité des Iraniens qui découle des phases quasi ininterrompues d'intervention, d'ingérence extérieure, de conquête, d'invasion dont l'Iran a été victime tout au long de son histoire, que ce soit les invasions helléniques
au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en passant par les invasions arabo-islamiques du 7e, 8e siècle, jusqu'aux interventions plus sophistiquées sous la forme de l'opération Stuxnet, ce virus informatique qui était utilisé contre le programme nucléaire iranien au début du XXIe siècle. Donc, tous ces éléments, toutes ces interventions ont développé chez les Iraniens un sentiment de citadelle assiégée. Alors là, ces deux éléments de l'identité stratégique iranienne, sentiment de supériorité et un sentiment de vulnérabilité qui se combinent, qui modèlent la psyché collective des Iraniens et qui... alors voilà, ça c'est... J'ai sauté la carte. Voilà, c'est le démantèlement de l'Iran au cours du 19e siècle, tous les territoires qui ont été grappillés sur le territoire national iranien. Et ça, c'est la perspective, la peur des Iraniens de voir les Occidentaux encore vouloir venir, intervenir sur la scène régionale pour découper, redécouper, rediviser la région. Alors, voilà, ces deux sentiments de vulnérabilité et de supériorité donc, se combinent, modèlent la psyché collective des Iraniens et donnent naissance à deux grands impératifs de politique étrangère. Premier objectif, c'est de garantir... j'ai sauté. Excusez-moi. Voilà. C'est d'abord garantir l'indépendance nationale de l'Iran, assurer sa souveraineté politique, préserver son intégrité territoriale et son autonomie politique. À cela, donc en un mot finalement, essayer de sauver la forteresse iranienne. Et à cela correspond à un objectif externe qui consiste à exporter l'influence iranienne hors des murailles de cette forteresse pour constituer autour de l'Iran une sphère d'influence, une zone tampon qui est en soi un marchepied sur lequel les Iraniens essayent d'établir l'Iran comme une puissance régionale, voire comme une superpuissance régionale. Voilà donc les deux leitmotifs de la politique étrangère. C'est ce que les régimes qui ont été à la tête de l'Iran ont tous cherché à atteindre, ces deux objectifs, même si la manière de faire, même si le style diffère, c'est toujours les mêmes éléments qui reviennent. Donc finalement, aider à l'Iran à devenir ou à redevenir une puissance qui compte sur la scène régionale et sur la scène internationale dans un environnement, si possible, favorable. Alors voilà pour les objectifs de la politique étrangère iranienne. La question est de savoir quels sont les outils qui sont à la disposition des... un petit problème avec le... Voilà. Quels sont les outils que les dirigeants iraniens ont à leur disposition pour atteindre ces deux objectifs? Au début des années 90, les Iraniens se sont rendus compte qu'ils n'ont pas les moyens pour affronter de manière frontale leurs adversaires et ils vont mettre au point une stratégie asymétrique très largement inspirée de la stratégie de guerre hors limite chinoise et qui consiste tout simplement à combiner différents outils pour compenser les faiblesses de l'Iran et ces outils sont les suivants. D'abord, les armes idéologiques, donc une politique pan-chiite très active sur la scène internationale, sur la scène régionale, qui se combine avec une politique pan-islamique de main tendue vers les frères ennemis du monde sunnite, et puis en dehors du monde musulman, en dehors du Moyen-Orient, une rhétorique plus tiers-mondiste, néo-bolivarienne, si vous voulez, anti-impérialiste. Ces éléments se combinent avec des outils paramilitaires, donc un système de guerre irrégulière et de projection de forces irrégulières constitué autour du corps des gardiens de la Révolution, étendu à l'extérieur des frontières iraniennes par la force Al-Quds, qui est une sorte de légion étrangère iranienne, pour faire simple, et puis qui est étendu encore davantage à travers des proxys comme le Hezbollah, comme les milices
iraniennes, les milices irakiennes, les milices pro-iraniennes d'Afghanistan, ou encore au-delà, le Hamas et le djihad islamique. À cela s'ajoutent les atouts énergétiques, donc l'arme hydrocarbures et l'argument nucléaire dont les Iraniens ont fait usage. Et cette boîte à outils stratégique, elle est complétée par des instruments classiques, des leviers diplomatiques traditionnels à travers l'aide et le soutien d'un certain nombre de puissances régionales, la Chine, la Russie, les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai et de manière générale ce que l'on a appelé les BRICS. Alors voilà, cette stratégie, elle est appliquée de manière extrêmement pragmatique. Elle est appliquée de manière extrêmement prudente. Ah, décidément, je suis... Voilà. Elle est pratiquée de manière très opportuniste. C'est-à-dire qu'elle est éminemment antidogmatique et sa seule condition est de ne pas remettre en cause les principes de souveraineté et d'indépendance, y compris sur des questions comme le dossier nucléaire sur lequel les Iraniens ont accepté de négocier parce qu'ils ont perçu que dans ce contexte-là, à ce moment-là, cela leur permettait de redonner un souffle au régime iranien, de redynamiser le système économique iranien qui était exsangue après une période de sanctions et permettre à l'Iran de sortir de son isolement diplomatique. Mais c'est aussi une politique très westphalienne dans ce sens où elle ne souffre aucune remise en cause des principes de souveraineté et de non-ingérence. Samedi dernier, le président Rouhani le répétait, nous n'avons besoin de la permission de personne pour continuer à développer nos capacités militaires au Moyen-Orient. En ce sens, ceci rapproche Téhéran d'un certain nombre d'autres États néo-westphaliens qui sont eux aussi jaloux de leur indépendance et de leur souveraineté. Dans ce club néo-westphalien, l'Iran côtoie la Russie de Vladimir Poutine, la Chine du président Xi, l'Inde du Premier ministre Modi, la Turquie du Premier ministre Erdogan. On pourrait presque les appeler le club d'Astana, ces pays qui décident désormais de gérer leurs affaires sans faire intervenir les puissances occidentales. Ceci n'empêche pas les Iraniens de coopérer avec les Occidentaux s'ils perçoivent que cela ne remet pas en cause leur souveraineté et ils seraient prêts à négocier un deal avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Mais tout dépend de savoir si ce sera le Trump de la campagne électorale, celui qui s'est prononcé contre l'interventionnisme, ou si c'est le Trump des frappes du 7 avril dernier, qui semble pencher davantage vers une orientation donc interventionniste. Donc, pour finir, je dirais que voilà, ces deux impératifs que je vous ai décrits, indépendance et influence régionale, sont des clés qui permettent de comprendre le comportement parfois déroutant d'un pays qui, c'est vrai, multiplie les contradictions. C'est un pays qui, d'un côté, renoue ses relations diplomatiques avec les pays européens, qui signe des contrats à tour de bras avec les multinationales européennes, qui ouvre ses portes à des hordes de touristes occidentaux et qui, en même temps, d'un autre côté, continue à poursuivre une politique régionale extrêmement agressive et à qualifier les États-Unis de grands satans ou encore associer les autres puissances occidentales au mal absolu. Ce que je pense, c'est que ces éléments ne sont que des paradoxes apparents, ce ne sont pas des vraies contradictions. En fait, la politique étrangère iranienne est parfaitement cohérente. Elle est cohérente avec le rôle géopolitique que les Iraniens se donnent, la perception qu'ils ont de leur rôle,
elle est cohérente avec les intérêts de l'Iran, elle est cohérente avec ce que sont les Iraniens et ce qu'ils ont toujours voulu. Voilà. Merci. Merci Pierre, j'ai pas eu à brandir le 1 minute. J'adore ça quand je parle. Voilà, avant qu'apparaisse la présentation, je voudrais m'excuser pour mon extinction de voix. Je vais essayer de faire au mieux pour garder l'honneur des Iraniens. Donc, je vais aller jusqu'au bout de mes forces. Je voudrais, avant de commencer, bien évidemment, à mon tour, remercier les organisateurs de la chaire d'Endurant et de cet événement pour m'avoir invité et pour me faire participer encore une fois à cet événement qui est toujours un grand plaisir et qui est aussi à la base de beaucoup de collaborations dont on peut se réjouir d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. Cela étant dit, je voudrais aussi préciser, avant d'expliquer ce dont je voudrais parler aujourd'hui, que la question que je vais aborder est plus particulièrement traitée dans mon dernier livre, qui porte plus sur les femmes et l'émancipation des femmes en Iran, mais qui dans lequel j'ai eu la possibilité d'aborder aussi l'instrumentalisation des femmes dans la construction de l'État en Iran, et c'est ce dont je voudrais parler. Je pense que, bien évidemment, en perspective des élections iraniennes, présidentielles iraniennes, qui se tiendront au mois de mai, donc très bientôt, d'une éventuelle réflexion sur la démocratisation de ce pays, il est nécessaire de se pencher sur la nature même de l'État iranien. Et puis également, il faut dire que cette question des femmes traitées dans une discussion sur l'État dans le Moyen-Orient de manière générale n'est pas quelque chose qui est très courant dans le hard politics et en relations internationales, de même d'ailleurs que ce n'est pas une question qui est traitée par les féministes quand elles évoquent la question des femmes dans les pays du Moyen-Orient. Donc, pourquoi est-ce que je pense que cet éclairage est important? C'est parce que, pour l'Iran en tout cas, depuis la fin du XIXe siècle, c'est une question qui a été constamment instrumentalisée et représente, depuis la fin du XIXe siècle, un signe de l'identité de l'État, une identité qui, comme je vais essayer de le montrer, est une identité changeante. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, l'identité et la modernité ont joué un rôle très important dans la construction de l'État. Et à cet égard, depuis cette fin du XIXe siècle, les modernistes et les traditionalistes se sont confrontés et, on peut dire aussi, s'opposent encore. Les débats n'ont pas pris fin et ils rejoignent d'ailleurs toujours encore le niveau international quand il s'agit de questions liées aux droits de l'homme, liées à la position des femmes, liées aux minorités sexuelles et aux libertés individuelles de manière générale. On a une opposition claire entre les modernistes, entre guillemets, les traditionalistes, entre guillemets. Aujourd'hui, le propre de la République islamique est l'utilisation à la fois de l'appareil d'un État moderne et de l'idéologie religieuse pour asseoir son autorité, combattre les dissensions à l'intérieur et contrôler les relations de genre, et donc la position des femmes en Iran,
Et cette position qui a été mise en place en 1979. Un débat, finalement, n'a pas vraiment lieu, et il a lieu d'être dans la mesure où le régime ne pourra pas y échapper, mais je montrerai aussi quels sont les paradoxes possibles si le régime aborde cette question. Donc mon propos dans les minutes qui suivent est que la question des femmes est sans nul doute un des enjeux internes majeurs auxquels devra faire face ce régime, car elle implique une discussion sur l'essence même de ce régime et reflète la question de la démocratisation dans la sphère publique. Dans la mesure où cette question a été présentée comme un élément fondateur de la République islamique, et qu'à ce titre, il réside dans le préambule de la Constitution de la République islamique, toute modification d'un statut des femmes mettrait en péril tout l'édifice. D'où le fait qu'il y a un grand tiraillement et des discussions contradictoires en Iran parmi même les autorités de l'establishment. Donc, la question, mon propos est que la question des femmes en Iran, tout en étant partiellement religieuse, est surtout éminemment politique et liée à l'identité de ce régime. Alors, comment est-ce qu'elle se présente, cette question? D'abord, peut-être très très rapidement, le statut des femmes dans les pays musulmans est fonction de 3 éléments aujourd'hui. Dans certains pays, il est très fortement influencé par ce qui existait avant l'arrivée de l'islam. Il y a le deuxième élément qui est l'islam lui-même. Et puis, bien évidemment, il y a la modernisation. Et c'est quand on parle de la modernisation que l'on peut évoquer la construction de l'État. Et dans cette construction de l'État, j'ai choisi d'aborder cette question des femmes qui est peu, finalement, abordée normalement. Alors, dans ce pays, bien évidemment... Hop, ah non, c'est de ce côté-ci. Dans ce pays, donc, depuis la fin du XIXe siècle, les femmes sont un pilier de la nation et ont pris, comme je l'ai déjà évoqué, une place importante dans la discussion sur la modernisation ou non de ce pays. Cette question des femmes, c'est régulièrement un terrain de contestation politique et culturelle. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, que le voile, le port ou non du voile, est devenu, depuis la fin du XIXe siècle, un marqueur le plus visible de la différenciation avec l'autre. Alors, quand je parle de différenciation avec l'autre, on a beaucoup parlé de la colonisation et des relations impérialistes avec les grandes puissances. Eh bien, il s'agit de la différenciation avec les Européens, mais également, pour les Iraniens, il s'agit de se différencier avec la culture arabo-musulmane. Et dans ce sens, il me semble intéressant de faire un parallèle avec l'imposition du chiisme comme religion d'État au XVIe siècle pour se différencier, encore une fois, des autres arabo-musulmans. Donc, au XIXe siècle, pour les traditionalistes qui aspiraient au maintien de la culture islamique et des rôles sexués, la femme européenne était devenue le symbole de la corruption morale et de la féminisation du pouvoir. Alors, féminisation du pouvoir, il faut le comprendre dans le sens d'un pouvoir dévirilisé, d'un pouvoir qui est devenu féminin parce qu'il concède une place aux femmes. En revanche, pour les modernistes, améliorer la situation des femmes, c'était un signe de l'évolution de l'État et il fallait développer l'éducation et la participation sociale des femmes qui était importante pour l'image que voulait donner le pays, mais surtout pour le progrès du pays. Parce que la question des femmes est liée à une discussion sur le progrès du pays et ce que l'on définit comme progrès, bien évidemment.
Depuis le début du XXe siècle, et en particulier depuis la révolution constitutionnelle de 1906, néanmoins, cette question va être diluée dans des questions plus générales. La question des femmes va être mise au second plan, surtout par rapport à des questions nationalistes qui sont prioritaires à cette époque. Alors, depuis le début du XXe siècle, on peut aussi constater que les différents pouvoirs ont aussi mobilisé cette question à travers un débat sur la place sociale et politique des femmes, ou le statut d'ailleurs de la famille. Et comme je l'ai dit, bien évidemment, aujourd'hui, la question des femmes se situe dans le préambule de la Constitution de la République islamique. La dynastie Pahlavi, qui a pris le pouvoir en 1925, avait fait de la question des femmes la vitrine de sa politique de modernisation. Son féminisme d'État, puisque tout avait été décidé par le haut, offrait simultanément une multitude de possibilités aux femmes, éducation, droit dans la famille, et j'en passe, on pourra en discuter. Mais en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui en ont vraiment bénéficié, ou en tout cas une catégorie restreinte en a bénéficié. Et donc, l'essai de mettre fin à aux barrières qui empêchaient les femmes d'avancer n'a pas été très large. La politique de genre du régime Pahlavi, de la dynastie Pahlavi, ne visait néanmoins pas la destruction des structures patriarcales, mais surtout la modernisation de ces structures. Ça veut dire que la situation des femmes n'a pas été fondamentalement bouleversée malgré des éléments qui ont été mis en place. Toutefois, malgré le fait que cette question n'a pas été vraiment bouleversé, le nouveau régime, la République islamique, a fait un élément central de ces changements qui avaient été effectués sous le régime, la dynastie Pahlavi, et a fait de la question des femmes un thème central de sa politique d'authenticité. Et elle a été mobilisée, discutée à travers différentes. Je montre ici justement un exemple de l'évolution des femmes, donc le cas de cette médecin qui est devenu ministre sous Mohamed Reza Shah et qui a été exécuté par le régime islamique dans des conditions assez terribles. D'accord. Donc, comment est-ce que la République islamique discute de cette question ? Eh bien, elle la discute comme une question liée à une maladie de l'Occident. Finalement, ce qui est employé, c'est le terme occidentalite, en persan Rajzadegi, qui est considéré comme la maladie de l'Occident et dont la femme serait le principal support. Donc, s'il faut résoudre le problème de cette maladie de l'Occident, il faudrait travailler sur le statut des femmes qui sont considérées comme étant les reflets de la superficialité, de la consommation ostentatoire, de l'apolitisme, de la marchandisation de la sexualité, et j'en passe. Donc elles incarnent la corruption morale. Sous la République islamique, finalement, les femmes vont devenir l'emblème public de l'honneur de la nation, tandis que le féminisme associé à l'Occident symbolise la décadence. Les lois concernant les femmes qui ont été édictées par Mohamed Reza Shah en particulier sont présentées comme un danger pour la sécurité même nationale. Et de fait, progressivement, tout le processus politique devient genré. Pour combattre la maladie, il faut vacciner la population et le voile va jouer ce rôle. C'est pour ça qu'il est important de voir que ce régime ne peut céder sur l'enlèvement du voile. Il va considérer qu'on le porte comme on veut, mais il ne faut surtout pas l'enlever. Donc la question des femmes est devenue quelque chose de moral. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors que peut-on conclure ?
Eh bien, depuis le début du XXe siècle, cette question des femmes est subordonnée à différents enjeux et à différentes discussions. Aux enjeux nationalistes, tout d'abord, début du XXe siècle, puis la question des femmes a été occultée par le féminisme d'État de la période Pahlavi. Pendant la période pré-révolutionnaire et révolutionnaire, on a pu remarquer que les organisations des femmes, qu'elles soient de gauche ou d'organisations nationalistes, vont encore une fois subordonner cette question à des objectifs anti-impérialistes ou à des intérêts nationaux. Après la guerre Iran-Irak, la question des femmes va être reléguée au second plan, puisque la question de la guerre est plus importante. Et puis, finalement, la répression qui va s'abattre sur la société, sur les femmes en particulier, va provoquer, d'une part, l'exil de celles qui pouvaient se le permettre et la mise en veilleuse ou le passage à la clandestinité des activités des femmes qui veulent travailler pour l'évolution du statut des femmes. La confrontation étant aujourd'hui dangereuse, ce sont les stratégies d'évitement et de non-confrontation qui vont prévaloir depuis quelques années. Les modes d'action des femmes vont passer de la négociation plutôt à l'accommodation et à la résistance. Néanmoins, on peut dire que les femmes se manifestent à chaque fois qu'elles peuvent, publiquement, surtout pendant les votes. Elles ont voté pour l'amélioration de leur statut en espérant que ça changerait avec le président Khatami. Elles ont encore revoté pour Rouhani parce qu'elles estimaient qu'il pourrait aussi améliorer leur statut. Il faut dire que dans le cadre de la République islamique, cette amélioration est très peu visible. Mais néanmoins, pour conclure, il faut quand même dire que cette question des femmes ne peut pas être occultée, ignorée, et surtout ne peut pas être constamment utilisée comme une position qui favorise la place des femmes comme mères, la naturalisation des femmes dans une société, les femmes comme mères, comme porteuses de vie, et des machines à faire des bébés ou à voter. Je ne sais pas, je pense que la maladie de Pierre est contagieuse. Et pour donner un exemple et terminer, voilà, dans les discours de Khamenei, un des points éléments importants, c'est que la population iranienne doit augmenter, c'est d'ailleurs un discours assez proche d'Erdogan, augmenter à 150 millions. Pourquoi 150 millions et pas 200 et pas 250? Je n'en sais rien, mais il veut que cette population augmente pour augmenter le nombre des musulmans et pour augmenter la puissance de ce pays. Je vous remercie pour votre attention. Parce qu'elle était moins longue. Oui, amplement. Bonjour tout le monde. Je vais commencer aussi évidemment par des remerciements évidemment à la chaire Raoul Dandurand, en premier lieu à Frédéric Gagnon, à notre titulaire. Merci beaucoup pour la confiance et le fait de permettre ce type de colloque. Je tiens à remercier également le directeur de l'OMAN, professeur Sami Aoun, pour son soutien. C'est la 5e année en fait, j'aimerais le rappeler, c'est la 5e année en fait qu'on organise ce colloque. Ça commence à devenir une véritable tradition et c'est pour ça qu'on est très heureux aussi d'inviter parfois des invités qui viennent d'une année à l'autre. Et je tiens particulièrement aussi à les remercier, ceux qui viennent d'Ottawa, de Toronto, mais aussi ceux qui viennent d'Europe, de Paris, de Bruxelles, mais aussi cette fois-ci de Washington. Donc merci vraiment à vous tous et toutes d'être là. Un grand merci également à l'équipe de la chaire. Il faut savoir que l'équipe de la chaire, pendant toute l'année, organise des conférences, des activités. Je vous invite d'ailleurs à suivre les nombreuses activités sur notre site web. Et évidemment, l'organisation est le fruit
fruit en fait de ce type de colloque n'est jamais le fruit et le travail d'une seule personne. C'est véritablement un travail d'équipe et je tiens encore une fois ici à saluer vraiment les nombreux suivis qui ont été faits par toute l'équipe. Et vous mentionnez également que le compte-rendu de ce colloque va être également disponible sur notre site web sous peu. Je tiens ici à remercier Mylène qui est en train de prendre des notes depuis ce matin et j'aimerais la remercier aussi personnellement. Ensuite, on m'a demandé de faire une annonce. Excuse, je vais juste prendre... Professeur Rachad Antonius m'a demandé d'annoncer en fait une autre conférence à laquelle évidemment la chaire Raoul Dandurand s'associe, qui est donc organisée par l'Institut d'études internationales de Montréal et qui se nomme Un nouveau Moyen-Orient, État arabe en crise entre logique de division et société civile, qui va être donnée par monsieur Pierre-Jean Luisard. Donc ça va être le 3 mai de midi à 14h à l'UQAM. Donc une fois, j'aimerais aussi souligner les activités de l'UQAM et de nous permettre en fait d'avoir ce type de rencontre. Donc voilà pour les remerciements. J'aimerais également vous dire que j'affectionne particulièrement ce panel. Et c'est vrai qu'on a un petit peu brandi la carte iranienne, mais il faut souligner qu'il y a très peu d'experts francophones iraniens à Montréal, d'où l'importance en fait de vous avoir sur ce panel et je tiens à nouveau à vous remercier d'être là. Alors, je vais commencer ma présentation par une citation. Je suis de formation de sciences politiques et de sociologie et les sociologues aiment particulièrement faire des citations. Oups. Alors, donc je commencerai par les propos d'Édouard Saïd, qui va nous dire, dans l'orientalisme, « Loin d'un choc des civilisations préfabriquées, nous devons nous concentrer sur un lent travail en commun des cultures qui se chevauchent, empruntent les unes aux autres et cohabitant de manière bien plus profonde que ne laissent penser des modes de compréhension réducteurs et inauthentiques. » Vous allez comprendre pourquoi en fait je commence ma présentation avec ce propos. Il faut savoir que l'ouvrage L'orientalisme a été publié en 1978, mais finalement le propos en fait reste très actuel et assez proche finalement des tumultes de l'histoire contemporaine. Force est de constater en fait finalement qu'il y a cette continuité d'une vision très orientaliste de l'Orient, de l'Occident de l'Orient, donc par l'Occident de l'Orient, donc cet Orient finalement fabriqué par l'Occident. Ce penseur en fait et théoricien va revenir beaucoup sur cette dimension de la construction en fait quasi mythique de l'Orient par l'Occident. Il parlera, et je prends ce terme, d'une emprise grandissante des généralisations condescendantes, des clichés triomphalistes et de mépris simplistes. Encore perceptible, malheureusement, 39 ans après la publication de cet ouvrage, L'Orient créé par l'Occident. Cette construction de l'autre, finalement, cette construction d'une réalité, ne fonctionne généralement pas dans un sens unique et va mener en fait au fur et à mesure au complotisme et à l'invention d'un complot inexistant. Et d'ailleurs, à ce titre, les relations irano-américaines sont un parfait exemple, même si en fait toute l'époque finalement soviétique a baigné là-dedans. Entre parenthèses épistémologiques, cette question en fait du constructivisme repose véritablement sur l'idée de la construction du réel. Évidemment, on en a beaucoup parlé dans le courant structuraliste avec Claude Lévi-Strauss en anthropologie, mais aussi avec Roland Barthes en littérature et en sociologie, ce qu'on nomme constructivisme sociologique pour désigner encore une fois cette construction sociale de la réalité. Alors, je reviens à l'Iran et les États-Unis. Je ne vous ferai évidemment pas l'histoire des relations irano-américaines, mais peut-être revenir sur un terme qui vient assez souvent et de manière assez récurrente en fait dans les médias. C'est véritablement l'emploi du terme méfiance. Donc, on va beaucoup parler justement de cette méfiance mutuelle et réciproque, perçue d'ailleurs comme légitime par les deux pays, partagé également par la communauté internationale, qui dure aujourd'hui maintenant plus de 3 décennies. Et notre propos est de dire que finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas questionner aussi cette méfiance en parlant finalement d'une construction
autant que les sources en fait de la rhétorique sur les complots et sur le complotisme. Il serait d'ailleurs peut-être naïf de penser qu'on ne souhaite pas maintenir le doute et la méfiance. La peur de l'autre est devenue aujourd'hui un peu un mode de gouvernance, et même par des États qui sont classifiés aujourd'hui dans la fameuse typologie des sciences politiques comme des pays, des États, des régimes dits démocratiques. Alors, il faudrait quand même aussi faire une claire distinction entre complot et complotisme. Donc, et ne pas confondre, parce que souvent on a tendance à confondre les termes. Les complots réels, évidemment, ont existé dans l'histoire de l'humanité. Donc, finalement, c'est toujours c'est issu d'une association, si vous voulez, c'est issu d'une association dans le but de s'institutionnaliser. Et finalement, cette institutionnalisation, elle est difficile à défaire par la suite. Toujours dans cet ordre aussi de changer un ordre en mettant en cause l'ordre ancien et donc remettre en avant un ordre nouveau qu'on va justifier comme vrai, absolu et indiscutable. Et de l'autre côté, évidemment, on a le complotisme imaginaire qui découle directement de la théorie du complot. Alors là, je préciserai que souvent on parle du complot comme étant quelque chose d'universel. Je préciserai que ce n'est pas forcément le complot qui est universel, mais la théorie du complot. Pour revenir aux relations irano-américaines, on pourrait juste peut-être à titre d'exemple citer ici le renversement de Mohamed Mossadegh, donc le Premier ministre, qui a osé défier la puissance britannique par la nationalisation du pétrole iranien et le coup d'État qui s'ensuit par l'opération Ajax en 1953. On peut rappeler aussi que dès le XXe siècle, l'Iran est le terrain d'une guerre d'influence entre la Russie et la Grande-Bretagne. On pourrait aussi revenir sur la longue guerre de 8 ans qui oppose l'Iran à l'Irak et sur le matériel, surtout militaire, commandé par l'Irak, notamment en France, avec les avions super-étendards à la disposition de Bagdad en 1983, ou encore l'affaire dite de l'Iran Gate, avec la vente d'armes, de munitions, de pièces de rechange américaines à l'armée iranienne dans les années 80, alors que, à la même période, les relations entre les deux pays sont rompues avec la fameuse prise d'otage des 444 jours de l'ambassade américaine à Téhéran. Alors ici, on pourrait aussi rappeler qu'avant de revenir en Iran et réaliser le fameux mythe du retour de l'exil, après 16 ans, Khomeini a été accueilli en France pendant 112 jours sous Giscard d'Estaing. Et on vient quelque part à se demander ici si la République islamique d'Iran n'est pas un complot en soi, puisque le complot semble nécessaire pour arriver au pouvoir. Et je laisse en fait finalement ce débat ouvert entre ce qui est de l'ordre du complot réel et ce qui est de l'ordre du complotisme imaginaire. Mais il y a une observation qu'on peut faire, c'est une constance en fait historique qui persiste entre la monarchie constitutionnelle sous la dynastie des Pahlavis et la République islamique d'Iran. C'est l'emploi du vocable complot et complotisme, qui font d'ailleurs toujours partie du discours officiel de certains dirigeants iraniens et au niveau des chefs d'État, pour ne citer qu'Ahmadinejad, l'ancien président Ahmadinejad, ou encore les propos du guide suprême Ali Khamenei. Avec Khomeini, il y a une réappropriation théologique d'une vision révolutionnaire qui va se faire et la mise en place d'une idéologie révolutionnaire. Et finalement, ce rôle de cette pensée idéologique substitue un ordre établi par un nouvel ordre, comme je le disais, mais encore une fois ici par un nouvel ordre construit. Avec cette idéologie vient l'idéologie évidemment du complot et le fameux complot imaginaire, l'impérialisme américain. D'ailleurs, qui est d'ailleurs une construction, pour rappel, des soviétiques, et qui va donner en fait par la suite lieu à un anti-américanisme d'État qui est devenu une partie intégrante de l'identité de l'élan révolutionnaire sur laquelle s'est bâtie la République islamique d'Iran. Et cela va aussi petit à petit mener à la diabolisation de l'autre, avec l'emploi des termes, tout à l'heure Pierre Pahlavi l'a cité, du grand Satan pour décrire les États-Unis, ou du petit Satan pour parler d'Israël. Cette diabolisation est mutuelle, il faut le dire, et fonctionne finalement sur la même rhétorique de la peur et du menace. Et dans la même logique, avec une représentation toujours subjective de l'autre, avec la construction d'un ennemi menaçant, dangereux. Finalement, ça va
permettre aussi la construction d'un alibi. À partir du moment où il y a cette construction de l'alibi, ça va permettre tous les droits, tout en se justifiant auprès de l'opinion publique, évidemment, et de bien s'assurer de créer finalement cette ligne de démarcation entre le « eux » et le « nous », et qui va donner aussi, évidemment, parallèlement, le développement du sentiment de la peur. Alors, du côté iranien, une représentation des États-Unis comme étant un agrégat d'êtres immoraux, corrompus, arrogants, une parfaite incarnation du mal. Et du côté américain, l'Iran est placé sur la liste des pays appartenant à l'axe du mal, dans la catégorie des États voyous, comme un pays fanatique, terroriste, barbare, sauvage, archaïque et dangereux. S'opère alors une confusion totale entre les pratiques gouvernementales qui peuvent être évidemment considérées comme des actes barbares, de terreur, sanguinaires et phallocrates, et la culture, en fait, finalement, et l'identité de tout un peuple. Avec pour conséquence une fausse idée de l'autre, des images très réductionnistes, je reviens en fait aux propos d'Edouard Saïd, et une standardisation et une homogénéisation de la pensée, et qui continue encore finalement aujourd'hui à nourrir les amalgames. Alors, cette diabolisation et cette construction imaginaire et fantasmée touche aussi la culture de masse. Ne serait-ce qu'à travers le 7e art. Ce n'est pas un hasard si, en 2013, l'Oscar du meilleur film décerné à Argo a été remis par Michelle Obama. Pour certains observateurs, dont Jacques Chahine, et j'aimerais en fait vous lire un petit... Pardon. En fait, je vous invite, en fait, si vous ne connaissez pas Jacques Chahine, à le découvrir. Il est professeur émérite de communication de masse à l'université d'Illinois. Et il étudie en fait la représentation des Arabes et de l'islam dans les médias américains. Auteur de l'ouvrage et du documentaire Real Bad Arabs, il va analyser les images stéréotypées et caricaturales d'Asiatiques, de Noirs, de Latinos ou autres véhiculées par la machine hollywoodienne, ou encore les travaux de Morad Montazami. Il a d'ailleurs écrit un très bel article que je vous recommande, Argo, les puissances du scénario ou l'invention de l'orientalisme futuriste, dans Zaman, qui est d'ailleurs une revue iranienne francophone. Selon en fait finalement ces observateurs, l'infrastructure hollywoodienne dévoile sa superstructure idéologique à travers un hyperréalisme fantasmé qui transparaît notamment dans la représentation, encore une fois, subjective de l'autre et une réminiscence stéréotypée du Moyen-Orient. Dans d'autres films, on pourrait aussi citer à titre d'exemple Jamais sans ma fille, pour ceux et celles qui s'en rappellent, réalisé en 1991 par Brian Gilbert, s'inscrit en fait dans la même veine, d'ethnocentrisme matiné, de néocolonialisme culturel, et il ne faut pas avoir peur de le dire. Même si les États-Unis jouent finalement toujours à travers finalement le cinéma, et en tout cas même dans les séries télévisées, joue souvent cette carte de la figure héroïque, notamment par ces images qu'on voit souvent du soldat libérateur. L'Iran finalement va jouer aussi une carte similaire en secouant la carte du culte du martyr. Finalement, le martyr étant lui aussi considéré dans la logique révolutionnaire comme la figure héroïque par excellence. Finalement, on voit que dans la rhétorique, les deux pays ont tendance plutôt à se rejoindre et à se rapprocher plutôt qu'à s'éloigner. Les clichés simplistes sont autant occidentaux qu'orientaux, avec un recyclage finalement en continu des mêmes généralités. La machine évidemment médiatique, vous me direz, a sa part de responsabilité et dispose aussi d'une force manipulatrice, surtout en période de crise et d'insécurité. Des ennemis finalement on continue à les construire. Lorsque un grand ennemi se dissout, il y a ce risque de perdre l'identité. Donc avec finalement la création d'un nouvel ennemi, qui a été pendant longtemps d'ailleurs le grand ennemi soviétique, on a besoin finalement de se reconstruire et de définir surtout une identité. Donc la construction de l'ennemi devient important pour se définir une identité. Il n'y a certes que des vérités, mais des vérités bien construites. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces 3 grandes démonstrations de la grandeur de l'Empire perse.
Non, mais blague à part, c'était 3 excellentes présentations. Nous avons jusqu'à 5h30, donc une bonne période de questions. Vous pouvez aller évidemment au micro. Je demanderais simplement que les personnes se présentent avant la question et s'il vous plaît, gardez les préambules au minimum. Monsieur de Kerkhove. Merci. Bon, vous m'avez présenté, donc je ne me représente pas. Oui, il faut le représenter quand même. Gentil. Si on met de côté la difficulté que l'Occident a de gérer avec un gouvernement théocratique et avec la méconnaissance de la diversité profonde iranienne que l'on a tendance à dépeindre comme un monolithe, et si on prend l'explication remarquable de notre ami Pierre Razou, est-ce qu'on en revient à la question de qui devrait être, au fond, le meilleur allié des États-Unis dans cette région? On sait que les Saoudiens restent pour l'instant l'élément dominant, mais est-ce que dans une vision beaucoup plus à long terme, compte tenu justement de ce que Pierre disait, les Russes devant essayer de cultiver un peu les Iraniens, et face à l'angoisse que l'Iran éprouve envers la Russie, et si l'on voit aussi cette volonté que les Russes auraient peut-être de parler aux Israéliens pour qu'ils parlent à l'Iran, bref, la joute stratégique, est-ce qu'elle permettrait de concevoir à plus long terme, en dépit de tout ce que l'on entend aujourd'hui, Tillerson, Trump et autres, un rapprochement irano-américain? Je vais me jeter à l'eau. Oui, comme ça, objectivement, sur papier, on pourrait penser que le principal partenaire possible des États-Unis dans la région, et d'ailleurs ils le cherchent depuis longtemps. Dans leur politique, on parlait ce matin, Paul parlait de offshore balancing. Le principe consiste, dans une région donnée, à trouver un partenaire qui, d'une certaine manière, prolonge l'influence américaine sur place et qui permet aux États-Unis de ne pas intervenir directement. Donc un État stabilisateur, comme par exemple l'Afrique du Sud peut être en Afrique australe, comme le Japon et en Asie du Sud-Est. Donc les États-Unis cherchent ce client depuis longtemps. Israël ne peut pas remplir ce rôle pour des raisons idéologiques. Pour à peu près les mêmes raisons, l'Arabie saoudite non plus. L'Iran pourrait apparaître sur papier comme le client idéal. Le problème, c'est ce dont parlait Agnès tout à l'heure, c'est cette méfiance. Est-ce qu'elle est construite? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est illusoire? Mais toujours est-il qu'elle est là. Elle est là dans les perceptions des Iraniens. Je pense que ça simplifierait beaucoup de choses pour les dirigeants iraniens de pouvoir établir des relations saines, objectives, constructives avec Washington, mais il y a l'impression d'avoir été trompé tellement de fois dans l'histoire. Vous savez que les Iraniens ont une mémoire historique très longue, et 1953, c'était il n'y a pas 50 ans, c'était avant-hier. 1979, c'était hier. Et Bonn, en 2001, c'était il n'y a pas longtemps aussi. Donc toutes ces trahisons, tout ce que les Iraniens perçoivent comme des trahisons de la part des Américains sont là et maintiennent cette méfiance. Je pense que si les Américains tendaient la main aux Iraniens, et ils l'ont fait plusieurs fois, les Iraniens n'attraperaient pas cette main si facilement. Ils ont appris les leçons de l'histoire et l'idée de mettre tous leurs œufs dans le panier américain, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Oui. Alors, je voudrais juste ajouter quelques mots par rapport à ce qui vient d'être dit, dans la mesure où je ne suis peut-être tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre, mais peut-être qu'il faudrait ajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut d'abord pas oublier qu'avant la révolution islamique, l'Iran était considéré comme le gendarme du Golfe. Et dans la perspective de la signature des accords nucléaires de juillet 2015, il faut se dire aussi que cette idée de nouveau gendarme du Golfe, seul pays capable finalement, d'abord un pays stable et un pays capable de gérer les tensions régionales, était tellement présente que des pays comme Israël ou l'Arabie saoudite n'étaient pas tout à fait partants pour un rapprochement
avec les États-Unis, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu. Mais alors, à côté de tous les éléments qui viennent d'être cités, je pense que le rapprochement est aussi difficile en raison de la nature même de ce régime, de la dissension qui existe à l'intérieur du régime et des positions divergentes, à savoir qu'il y a un camp qui peut souhaiter le rapprochement, mais automatiquement, l'autre camp va détruire tous les espoirs de rapprochement. Une signature des accords nucléaires a été effectuée. Quelques jours après, Khamenei va dire qu'on peut très très vite remettre en question ces accords. Et c'est tout le temps comme cela. Donc les dissensions à l'intérieur et finalement le fait qu'aujourd'hui le régime ne se définit pas vraiment de manière uniforme joue également, me semble-t-il, dans le non-rapprochement. Mais ça existe aussi au niveau des États-Unis. On a exactement les mêmes positions entre les républicains et les démocrates ceux qui définissent la situation, qui désirent ou pas le rapprochement. Mais une chose qui est intéressante, c'est dans les 2 dernières années, depuis la signature de l'accord nucléaire, le nombre d'articles, de publications qui amènent l'option qu'un jour les États-Unis vont avoir une meilleure relation avec les Iraniens ont augmenté. Ça c'est indéniable. Par exemple, Robert Kaplan dit que, selon lui, dans 10 ans, l'Iran va avoir une meilleure relation avec les États-Unis que l'Arabie saoudite. Et juste pour faire un point avec la présentation sur le voile, sur la méfiance de l'autre, et sur ça, c'est Karim Sajadpour du Carnegie Endowment dit qu'il y a 3 piliers dans la République islamique, c'est être anti-américain, anti-israélien et le voile. Et selon lui, les 2 premiers vont disparaître un jour, mais jamais le dernier. Un arabe face aux Perses. Mon nom est Samir Baptiste. Pardonnez ma naïveté sur le sujet, c'est une zone du monde que je ne connais pas vraiment. Ma question sera pour Madame Nahavandi. Je voulais savoir si on connaît avec précision la répartition des votes des femmes aux différentes élections iraniennes. Qu'est-ce que vous entendez par... la répartition, leur engagement politique, est-ce qu'elles sont traditionnalistes ou pas du tout? Est-ce qu'on connaît vraiment le... Alors, il y a en fait trois types d'engagement. Des chiffres précis, on n'en a pas. On n'en a pas tout simplement parce que l'activité est souvent très clandestine. Mais il y a en gros une position traditionnaliste et chez les religieux et chez les femmes, chez certaines femmes. Ça peut être étonnant, mais il y a pas mal d'études qui montrent que cette position traditionnelle est sécurisante et rassurante pour certaines femmes qui ne voient pas trop leur rôle dans la modernisation. Alors ces femmes ou ces religieux et ces religieux sont plutôt des gens qui défendent l'inégalité entre les hommes et les femmes et vont développer cette position. Il y a ceux qui estiment qu'il faut, alors ce que l'on appelle les néo-traditionalistes, c'est celles qui pensent qu'il faut améliorer l'éducation et la position à l'intérieur de la famille sans toucher au rôle traditionnel. Et puis il y a ce que l'on pourrait appeler les modernistes qui estiment que finalement l'égalité ne met pas en contradiction avec l'islam lui-même. Le problème aujourd'hui, et ça c'est une vision plus générale, c'est que les femmes iraniennes, par probablement peur de la répression qui a été très forte, n'interviennent plus du tout sur le politique lui-même. Ce qu'elles font, c'est essayer de se battre au niveau de l'évolution des questions familiales ou des droits individuels, ce qui fait craindre. C'est le problème quand on veut trop parler. Ce qui fait craindre et dire à certains, je ne pourrais plus pas. Pardon. Non, mais donc que si il y a un changement de régime, les femmes vont rester à l'écart.
parce qu'elles ne se sont pas organisées politiquement, elles n'ont pas de revendications, elles n'ont pas de direction. Et ça s'est vu d'ailleurs dans le mouvement vert. Voilà. Bien essayé. Oui. Frédéric? Oui, Sam m'a devancé un petit peu. Je voulais parler aussi de Kaplan, qui justement dit que le discours anti-américain pourrait s'essouffler en Iran d'ici quelques années. Bon, Kaplan parle de 10 ans, mais je voudrais vous entendre là-dessus, donc reprendre un peu ce que Sam disait et savoir si, à votre avis, ce fameux discours caricatural dont Agnès nous a parlé, est-ce qu'il est davantage remis en question par les plus jeunes? Est-ce qu'il y a un effet générationnel que l'on peut mettre en relief? Peut-être en lien avec les nouvelles technologies, la manière dont on consomme l'information. Il y a le discours du régime, mais il y a moyen peut-être de s'abreuver à d'autres sources d'information. Est-ce que les jeunes finissent par finalement entrer un petit peu dans cette logique-là également avec le temps? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, justement, il y aura, dans 10 ans, une remise en question plus grande de ce discours-là? Est-ce que les jeunes sont moins... est-ce qu'ils s'abreuvent moins à ce discours caricatural dont Agnès nous a parlé? Oui. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut toujours faire la distinction, c'est le sentiment anti-américain porté, en fait, par l'État. Donc, finalement, le sentiment anti-américain véhiculé par l'État, et de souligner que finalement ce sentiment anti-américain n'est pas forcément partagé par la société civile. Et quand on regarde aujourd'hui la société iranienne, 60 quasi à peu près, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est une population très jeune. 75% de la population a moins de 30 ans. Et pour cette jeunesse-là, les États-Unis, évidemment, restent, encore une fois, par excellence, le pays de la technologie. Il y a encore, finalement, ce sentiment du American Dreams qui est très, très présent chez les Iraniens, et surtout cette jeunesse qui n'hésitera jamais à partir et à quitter le sol iranien pour aller en Amérique du Nord. On le voit ici au Canada, mais aussi avec la présence, en fait, finalement, de la communauté iranienne aux États-Unis. Donc oui, en fait, il y a toujours eu, quand on parlait de tout à l'heure de contradictions, c'est que ces contradictions sont vraiment inhérentes à la société. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un discours idéologique qui est porté, et puis qui est partagé par une partie de la population, mais évidemment, une autre partie de la population peut remettre en question totalement ce sentiment-là. Et en plus, j'ajouterais qu'en plus du sentiment anti-américain, c'est le sentiment, souvent, on reproche beaucoup, en fait, c'est encore une fois, il faut faire la distinction à l'État iranien d'avoir des propos antisémites et anti-juifs, mais il faut savoir qu'en Iran, il y a des juifs iraniens, il y a des synagogues qui sont sur le sol iranien, et qu'encore une fois, beaucoup d'Iraniens ne se reconnaissent pas du tout non plus dans ce sentiment anti-Israël, anti-juif, puisqu'ils ont, même les juifs iraniens, c'est des Iraniens, ils ont toujours fait partie finalement du territoire. Donc oui, je pense que la société civile, tout à l'heure on parlait des femmes, les jeunes, sont véritablement pour moi les moteurs de ce changement. Et si on doit aller vers une démocratie, je pense qu'on passerait forcément par cette jeunesse-là et forcément par les femmes. Quelqu'un disait qu'après la révolution islamique, la deuxième révolution en Iran, ce serait la révolution sexuelle. Donc je pense que ce serait peut-être ce qui se passera, en tout cas je le souhaite à ce pays. Merci. Si je peux ajouter un point sur la question du rapport entre les Iraniens et la culture américaine ou avec la société américaine, il y a une nuance à faire qui me semble importante. Il n'y a pas un problème chez les Iraniens avec les valeurs occidentales. Il y a en fait une très grande adhésion à la culture américaine en particulier. Il y a une blague qui circule souvent d'un Iranien qui crie très fort « Yankee, go home » et qui ajoute ensuite « And take me with you ». Et donc, il y a cette véritable adhésion à la culture américaine, mais il ne faut pas confondre presque cet amour, cette prédilection pour la culture américaine, Hollywood, ça, avec une acceptation d'une intervention politique des Américains dans les affaires internes du pays. Je pense que c'est très important de garder à l'esprit que les Iraniens, alors encore une fois, pas faire de généralisation, mais sont très patriotes, très nationalistes, très jaloux, encore une fois, de leur souveraineté, de leur indépendance. Donc, porter une casquette des Rangers de New York, c'est une chose.
accepter que les Américains dictent la politique américaine, c'est une autre chose. Donc ça, c'est important. Et juste pour jouer l'avocat du diable, des fois, je pense qu'il faut sortir du moule que jeune égale nécessairement ouvert vers l'Occident, et ainsi de suite. C'est un peu moins le cas en Iran, mais le meilleur exemple, c'est l'Arabie Saoudite. On pense toujours, la jeunesse va être le moteur du changement, mais j'ai déjà rencontré des jeunes en Arabie Saoudite excessivement conservateurs. Puis l'autre, donc il faut juste faire attention à des fois. Oui, exactement. Donc il faut éviter, selon moi, les généralités. Et aussi l'autre point à mentionner, selon moi, c'est on a souvent sous-estimé la capacité du régime à continuer l'idéologie. On a parlé d'essoufflement de l'idéologie depuis à peu près 89, mais le régime a quand même été capable. Donc juste, il faut, selon moi, juste faire un petit peu attention. Adib, sur le traité d'origine syrienne, j'aimerais savoir quelle est la relation entre l'Iran et les pays du Golfe, autres que l'Arabie saoudite. Par exemple, Dubaï, qui est un peu un poumon économique pour l'Iran, et surtout la relation entre l'Iran et la Turquie. Comment vous voyez ça dans l'avenir? Alors, la relation avec la Turquie est une relation complexe, une relation ambiguë. C'est deux peuples, deux cultures qui sont souvent proches, souvent comparées. La relation politique entre Téhéran et Ankara est aussi compliquée. On les voit souvent se critiquer l'un l'autre et puis parfois collaborer ensemble. Vous savez que pendant les sanctions, à l'époque des sanctions, la Turquie a acheté le pétrole iranien avec de l'or pour contourner le régime de sanctions. Que les deux pays ont collaboré ensemble pour réprimer le séparatisme ou les mouvements autonomistes kurdes. Donc c'est vraiment une relation complexe qui est difficile à décrypter. Il y a cette relation par rapport à votre pays, par rapport à la Syrie, qui pose problème. Pour l'Iran, la Syrie, c'est vraiment un élément fondamental de son système d'alliance stratégique régionale. C'est un des premiers pays qui a permis à l'Iran de sortir de son isolement au lendemain de la révolution islamique avec le Liban. Et les Iraniens les dirigeants iraniens considèrent l'Iran comme un verrou stratégique vital pour l'Iran. Perdre la Syrie, ce serait replonger dans son isolement diplomatique. C'est pour ça que les Iraniens s'investissent si corps et âme en déployant des forces, en mettant tous les éléments de leur stratégie à 360 degrés pour essayer de conserver le régime alawite en place. Et c'est un élément qui complique sa relation avec la Turquie. Les relations avec les pays du GCC, de manière générale, très, très compliquées, très négatives. Alors, il y a des nuances. C'est mieux avec Oman. C'est très complexe avec Bahreïn en raison de la présence de beaucoup de chiites. Et c'est très négatif avec l'Arabie saoudite. Donc, il faut les regarder au cas par cas. Vous voulez rajouter quelque chose ? Bonjour, Maximine, je suis chercheur en résidence à la chaire Raoul Nandian. Avant les élections américaines, Foreign Affairs publiait un excellent article qui était quand même très intéressant sur le fait que le ministre des Affaires étrangères Zarif avait fait une tournée des Grands-Ducs en Amérique latine, une grande tournée qui a duré assez longtemps. Et Foreign Affairs, enfin l'auteur qui écrivait, s'inquiétait justement de voir l'Iran taper aux portes, en somme, de ce fameux hémisphère de l'Ouest qui tient encore à cœur à certains politologues et certains stratèges américains. Ma question est la suivante. Quelle est votre opinion sur cette grande tournée qu'a fait le ministre Zarif, surtout à la veille des élections américaines? Est-ce que c'était une volonté de faire une sorte de pied de nez à Washington, le fait de démontrer que l'Iran est de nouveau de retour sur la scène internationale et que désormais il va falloir composer avec elle d'une certaine manière? Et puis l'autre élément, vous parliez de méfiance et puis de tension avec l'Iran, et puis aussi que l'Iran et les Iraniens avaient une grande mémoire au niveau de l'histoire. Est-ce que aussi cette méfiance-là de la part de l'Iran ne s'explique pas aussi dans le fait que l'Iran ne veut pas être de nouveau cet État client que certains historiens et politologues ont estimé? Dans ce cas-là, le retour sur la scène internationale, le fait d'aller même aux portes des États-Unis et de relancer une sorte de politique pragmatique ou opportuniste permet ainsi de se rasseoir sur la scène internationale et puis de nouveau de pouvoir discuter presque d'égal à égal. Merci.
Juste très rapidement, mais je pense que mes collègues voudront ajouter quelque chose. Pour reprendre ce qui a été dit d'ailleurs par mon voisin, l'Iran a toujours voulu être quelqu'un sur la scène internationale. Donc il n'y a pas de doute que toutes les actions qu'ils font à l'international, que ce soit aujourd'hui avec Zarif ou que ça l'ait été d'ailleurs avec Ahmadinejad à l'époque où il était président ou de manière générale, toutes les tournées qui sont faites par les Iraniens sont un désir de se montrer comme puissance possible et d'améliorer et d'équilibrer d'ailleurs les relations internationales. Donc effectivement, l'arrivée, enfin la tournée de Zarif en Amérique latine peut se comprendre dans ce cadre-là. Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier que les relations entre Zarif et les États-Unis sont excellentes. Déjà, et que les mauvaises langues parlent souvent du passeport américain de sa femme et de ses enfants. En tout cas, les relations sont très bonnes. Donc tout ceci, c'est des positionnements pour effectivement se dire, ben voilà, nous sommes là. Et c'était aussi d'ailleurs une des conséquences qu'on cherchait avec la signature des accords nucléaires. Oui, ben je renforcerai ça en disant que je ne pense pas que ce soit une provocation particulière de la part de Zarif, qui avait plutôt intérêt à jouer profil bas, étant donné les bonnes relations que l'Iran avait construites avec l'administration précédente. Et ce n'est pas une nouveauté non plus, parce que, vous vous rappelez, à l'époque de Ahmadinejad, il faisait 2 fois plus de voyages en Amérique latine que le président américain, que le président Bush. À cette époque, c'était vraiment des provocations, en se rendant au Venezuela à l'époque de Chavez, en allant dans certains pays du néo-bolivarien. Là, c'était une manière de jouer dans la cour arrière américaine. Dans le cas de Zarif, je pense que c'était beaucoup plus une tournée diplomatique traditionnelle. L'Iran a vraiment la prétention d'être un acteur international et de ce fait se donne tous les attributs d'une telle puissance. Et une tournée en Amérique latine est normale pour ce pays. Si je peux juste ajouter un petit mot sur l'État iranien. Souvent, en fait, de point de vue extérieur, on a l'impression en fait que la classe politique iranienne, ou en tout cas l'État iranien, est un bloc monolithique. Mais il faut vraiment souligner que même si, en tout cas, on peut accepter l'argument en disant, évidemment, c'est toujours un caste ou un clan au pouvoir. Il y a énormément de schismes, en fait, à l'intérieur même de la classe politique iranienne, énormément de conflits. À titre d'exemple, aujourd'hui, Ahmadinejad, mais ça date, c'est pas nouveau. Ahmadinejad et le guide suprême ne s'entendent pas du tout. Au sein du Parlement iranien, il y a véritablement un conflit qui est perpétré. Tantôt on parle des réformateurs et des conservateurs, mais il y a véritablement des divisions de point de vue dans l'État iranien. Donc, même par rapport à des questions de tendre la main aux États-Unis ou pas, même sur beaucoup de questions, mais en l'occurrence aussi cette question-là, il n'y a pas vraiment il y a beaucoup de divisions et ça, je pense que c'est important de le souligner. Oui, bonjour, Mylène de Repentigny, je suis chercheure en résidence à la chaire Raoul-Dandurand et preneuse de notes pour la journée. Oui, et là c'est vide, je vais réécrire ma propre question après. Mais j'ai 2 questions en fait. La première, je vous remercie pour votre exposé. La première va à Madame Nahavandi. Merci pour votre exposé. Il fait beaucoup de bien, à mon sens. C'est un vent d'air frais. Ma question est parce que je suis obsédée par l'intersectionnalité. Peut-être que c'est ça. Mais je me demande, quelle est la condition des femmes de minorités ethnoculturelles ou sexuelles? Est-ce qu'il y a une double discrimination? Est-ce qu'elles sont isolées? Quelle est les réalités de ces femmes-là? Est-ce qu'on peut les prendre dans un tout commun et fixe où il y a diverses réalités au sein de ces femmes-là? Et ma deuxième question est à Agnès. On n'en a jamais parlé, mais je sais que dans la littérature marocaine, par exemple, que je connais mieux, il y a une liberté de parole, si on pense à Abdelataya ou à
à d'autres écrivains qui parlent de sujets très tabous. Est-ce qu'il y a ça aussi en Iran? Est-ce que la littérature iranienne, est-ce qu'elle exprime des réalités diverses ou des prises de position? Et voilà. Merci. Je vais quand même essayer. Merci beaucoup pour le cachet que vous m'avez donné, ce qui me permet de pouvoir répondre. En ce qui concerne les femmes dans les minorités ethniques et religieuses, je pense que ce que je disais sur les éléments qui influencent leur statut reste vrai, à savoir que les femmes des minorités ethniques et religieuses leur statut est régi par leur appartenance déjà, et pas seulement par l'islam, bien évidemment, en ce qui concerne en tout cas les minorités ethniques. Il y a les traditions ethniques et l'islam qui joue aussi à cet égard. Les traditions ethniques sont souvent de toute façon très patriarcales. L'un renforce l'autre, même si on peut avoir quand même des communautés où les femmes ont toujours joué un rôle très important. Je pense d'ailleurs aux communautés nomades en particulier. En ce qui concerne les minorités religieuses, malheureusement, elles doivent subir, en tout cas extérieurement, les lourdeurs de ce régime. Je parlais du voile et de l'aspect extérieur. Disons que après la Révolution, il y a probablement 2 catégories de femmes qui ont beaucoup subi les changements. C'était les femmes des classes, disons, modernes et privilégiées, et puis les minorités religieuses qui ont dû se plier à ces obligations que d'autres ont acceptées avec peut-être moins d'effroi. Mais de manière générale, le point le plus noir de ce régime, c'est les droits de l'homme. Et dans ces droits de l'homme, je prends l'ensemble, le droit des minorités sexuelles, les assassinats, les exécutions des homosexuels, les maltraitances, les obligations de se soumettre à des opérations de changement de sexe si vous êtes attrapé comme homosexuel, sinon c'est l'exécution. Et donc, à ce niveau-là, les différents rapports internationaux régulièrement mettent en garde et évoquent ces questions qui n'évoluent pas dans le bon sens de manière générale. Donc ça, c'est vraiment le point noir. C'est pour ça que je disais que cette question des femmes et des minorités reste quand même une question qui devra être traitée à un moment donné ou à l'autre. Alors, très bonne question, merci. Si on regarde au niveau de la littérature, c'est surtout la poésie persane qui est intéressant à étudier, et même en fait la poésie persane qui date du 11, 12 et 13e siècle. Je pense notamment à Omar Khayyam ou à Hafez, qui vont finalement, ce qui va être aussi intéressant, c'est que en fait, via la poésie, ça va être les premiers qui vont valoriser le vin. Donc toujours ce rapport finalement à l'interdit. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une interdiction de la consommation de l'alcool, mais évidemment, tous les Iraniens adorent avoir du vin et boire de l'alcool dans leur soirée. Dans tous les cas, ces poètes-là, ou en tout cas à travers la littérature, sont venus beaucoup par rapport à cette valorisation du sang, du raisin, pour prendre les termes de Khayyam, ou la critique de la figure religieuse transparaît aussi parfois dans ces poèmes. Pour revenir à l'époque plus contemporaine, je pense qu'aujourd'hui, certains artistes jouent aussi un peu ce rôle d'avant-gardiste et ils vont un petit peu revenir sur ces questions. Alors, qu'est-ce qui est tabou aussi? D'ailleurs, la République islamique iranienne parle de lignes rouges. Il ne faut pas toucher les lignes rouges. Alors, c'est quoi les lignes rouges? C'est évidemment en premier lieu tout ce qui touche à la question religieuse. Ensuite, tout ce qui touche aux relations homme-femme, la sexualité, mais surtout ce rapport au corps. Et quand je dis corps, ce n'est pas uniquement le corps féminin, mais aussi le corps masculin. Et là, on peut retrouver beaucoup de tabous. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce qu'en art visuel, il va y avoir le nu qui va être exposé dans des expositions clandestines ou dans des galeries non officielle. Donc il y a véritablement à l'intérieur même de l'Iran une vie artistique et culturelle qui existe, qui est à la fois officielle et à la fois officieuse, qui est finalement à la fois dans le cadre des festivals, des expositions publiques, mais aussi tout un travail finalement artistique qui se fait dans la clandestinité.
Et pourquoi dans la clandestinité? Parce que justement, ils traitent de ces sujets-là, ou en tout cas, ils émettent des critiques aussi par rapport à un regard finalement très idéologique prôné par les autorités. Merci beaucoup. Plus de questions, c'est étonnant pour l'Iran. Non? OK, alors on va finir 9 minutes plus tôt. OK. Oh, on a le temps, Même 2. Non, je ne peux pas être toujours comme ça inspirée. Écoutez, merci pour vos observations. Moi, je suis complètement ignorante de la question iranienne, sauf... En fait, ma connaissance d'Iran, c'est par la filmographie contemporaine et par la musique. J'avais suivi la politique. Vous savez, quand William Farrell avait sorti sa chanson « Happy » et tout le monde se ralliait, Concert des Nations, je trouvais que c'était la section iranienne qui était la meilleure. Et on sait ce qui est arrivé à ces jeunes, finalement emprisonnés, et on les relâche suite à la pression intérieure et extérieure. Ma question est la suivante. Ma perception, sincèrement, de la condition des femmes en Iran, elle était qu'elles sont peut-être la condition est un peu meilleure que dans d'autres pays musulmans. Et je m'explique. C'est-à-dire l'accès à l'éducation, une éducation de qualité qui n'est pas coranique. Mais ça, je vous dis, c'est de la perception. J'ai peut-être tort. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a des politiques d'État qui condamnent la violence faite en milieu familial. Enfin, vous savez, des choses, on n'est pas dans la pleine reconnaissance, mais quand même des politiques qui me semblaient, peut-être à tort, plus favorables à l'amélioration de la condition des femmes. Et j'aimerais avoir votre perspective là-dessus. D'accord. Les statistiques, d'abord, par rapport à la position des femmes, sont vraiment très, très contradictoires en Iran. Parce que, bon, je le reprends dans mon livre, j'ai essayé de faire une comparaison entre certains indicateurs concernant les femmes iraniennes, turques, irakiennes, saoudiennes et égyptiennes. Et on voit que, en ce qui concerne l'éducation en particulier, ce sont des femmes qui sont extrêmement éduquées. C'est un processus qui a commencé au début du siècle. Alors elles sont non seulement celles qui font beaucoup d'universités, puisque le chiffre symbolique, c'est 60% de femmes sont étudiantes par rapport aux hommes, mais l'éducation au niveau école secondaire aussi est très important, se rapproche très fort de la Turquie et paradoxalement aussi de l'Arabie saoudite. Le problème des femmes iraniennes, c'est le pourcentage des femmes qui sont dans l'activité, qui participent à la force de travail. Ça veut dire si au niveau des indépendants, elles peuvent travailler comme médecins, architectes, etc., au niveau du service public, c'est nettement plus mitigé. Le taux, par exemple, des femmes dans la force de travail en Iran est de 16%, contre 73% pour les hommes. Elles sont plus touchées par le chômage, etc. Autre paradoxe, dans la région dont je parle, c'est les femmes qui ont le taux de fécondité le plus bas. Et, on pourrait le comprendre, le taux d'utilisation de contraceptifs le plus haut. Alors ça c'est des politiques démographiques différentes dans ce pays. Mais pour revenir sur la question de la violence, il y a des politiques de lutte contre la violence familiale, mais qui sont changeantes. Alors je m'explique, ma dernière slide portait sur le fait que Khamenei encense maintenant le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Et donc il y a aujourd'hui toute une nouvelle politique à l'encontre des femmes qui est en train de se mettre en place et qui, morceau par morceau, est d'ailleurs votée au Parlement, dans la mesure où on essaye de pousser les femmes à faire plus d'enfants, à rester à la maison. Et dans cela, les interventions de la police pour arrêter les violences conjugales ou les violences à l'intérieur de la famille ont été diminuées. Donc, dans la politique, disons, de pousser les femmes à rester à la maison et faire du travail,
on a toutes sortes de mesures de ce genre qui se mettent en place. Ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose auparavant, mais qu'on est en train de restreindre. Une petite question rapidement. Est-ce que l'âge légal du mariage pour les jeunes filles a été réabaissé à 12 ans? Alors l'âge réel est rabaissé à 13 ans. 13 ans. Il y a les pourcentages. Bon, évidemment, les filles qui sont mariées à 13 ans, ce ne sont pas les filles de Téhéran, ce ne sont pas les filles des grandes villes, ce sont les filles des campagnes, mais surtout de manière générale, les filles des familles pauvres. On les marie parce qu'on ne peut pas s'en occuper. On cherche un mari, souvent d'ailleurs très âgé, pour s'occuper de ces femmes. Mais le pourcentage donc, des adolescentes mariées, c'est toujours très élevé, mais au fur et à mesure qu'on arrive à 13 ans, le pourcentage diminue. Mais il y a aussi un autre drame, ce sont les jeunes filles qui portent des enfants. Parce qu'il y a aussi toutes ces filles de 13 ans et moins qui sont enceintes et qui accouchent parfois dans des conditions assez difficiles. 2 dernières questions. Bonjour, je m'appelle Marie, donc je suis étudiante en études internationales. Je m'intéresse beaucoup aux questions sur le Moyen-Orient, mais je ne suis pas du tout experte. Donc merci à tous les intervenants, c'était vraiment très enrichissant. J'ai étudié un petit peu la crise en Syrie et notamment l'opposition entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et je voulais savoir si c'était vraiment une réalité ou si c'était plus une vision qu'on avait du conflit en Syrie, mais que c'était vraiment ce qui se passait ou pas. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que c'est tout à fait une réalité. Il faut voir, alors ça c'est mon interprétation à moi, le jeu au Moyen-Orient, pour employer un grand mot, est un jeu qui est à somme nulle. Un terme un peu abstrait pour dire que, c'est en tout cas ce qui est vrai dans la perception des acteurs sur le terrain. Pour l'Iran comme pour l'Arabie saoudite, ce que gagne l'un, l'autre le perd nécessairement. C'est-à-dire toute avancée en termes de sphère d'influence en Syrie ou ailleurs, au Yémen, au Bahreïn ou en Irak, sera perçue par l'autre camp comme une perte sèche. On parlait tout à l'heure des raisons qui pourraient ralentir ou rendre difficile un rapprochement de l'Iran avec l'Occident au lendemain de l'accord nucléaire. Ça en est un. C'est-à-dire que les puissances régionales, dont l'Arabie saoudite, mais aussi Israël, perçoivent que toute réévaluation du rôle de l'Iran ou toute réévaluation du statut de l'Iran dans les yeux des Occidentaux va nécessairement s'accompagner d'une dévaluation de leur propre relation avec les Américains. Donc la question de la Syrie est une question où les deux pays vont tout faire pour que l'autre ne marque pas de point. Ils ne vont pas le faire de manière directe, c'est une guerre par proxy. Donc on va utiliser des clients interposés et on va éviter de s'affronter directement. Si on en venait là, on verrait nécessairement une escalade très très dangereuse. Et il y a bien sûr, comme le disait Pierre Razou tout à l'heure, le jeu des États sponsors extra-régionaux, les États-Unis supportant l'Arabie saoudite, l'Iran étant supporté par la Russie, qui complique encore davantage cette relation. Une question relativement simple. Compte tenu des obstacles que le gouvernement précédent a mis dans la reprise des relations entre le Canada et l'Iran, quelles sont vos attentes et dans combien de millénaires croyez-vous que nous aurons renoué des relations avec l'un des plus merveilleux pays du monde ? Ça, c'est pour toi. Le Canada, c'est pas pour moi. C'est toujours très difficile pour quelqu'un qui travaille pour le gouvernement canadien de se prononcer là-dessus. Ça sera l'explication institutionnelle. Et puis, il y a la vraie réponse sincère. La politique étrangère canadienne est souvent mortellement ennuyante et inexistante quand elle a trait à la relation avec le Moyen-Orient. On a souvent tendance à s'aligner sur notre voisin du Sud.
Si ça n'embête pas, si ça ne gêne pas les plans de notre allié américain, tout est possible. Tout est possible. Il y avait de l'appétence pour rétablir des relations avec ce gouvernement-ci. On ne voit pas que ça se traduise par une réalité. Tout est vraiment... ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est je pense, si vous permettez, le revirement de Trump. On a quand même un président qui déclare pendant toute la campagne présidentielle que c'est la fin des grandes aventures, que c'est la fin de la politique interventionniste américaine. Et puis on a vu il y a quelques jours ce bombardement sur la Syrie. J'ai vraiment l'impression qu'on a un nouveau président, ou plutôt que ce président est neutralisé. Le président Trump, populiste, non interventionniste, qui aurait une tendance isolationniste à céder les manettes à une nouvelle garde qui est constituée soit de conservateurs, alors je pense à Mattis et McMaster, ou de néoconservateurs influencés par des sénateurs comme McCain, Lindsey Graham ou Rubio. Si ce que je perçois là est confirmé, et si les États-Unis reviennent dans une logique néoconservatrice et interventionniste, ça aura un effet sur notre politique à nous vis-à-vis de l'Iran. Et là, à ce moment-là, je pense que ça hypothéquerait tout rapprochement. L'argument opposé serait qu'il a limité les frappes à quelque chose d'extrêmement minime. Il semblerait-il qu'on lui a donné 3 options. Il a choisi la plus limitée. Et ils viennent d'accepter que l'Iran remplit l'accord nucléaire et ils ont continué le sanctions relief, désolé l'anglicisme. Donc, il faut voir. Je pense que à ça, Sam, je répondrai, c'est vrai, mais c'est là où on voit qu'il y a un bouillonnement à Washington. Il y a des tiraillements bureaucratiques dans tous les sens. Tu as tout à fait raison. Dans les dernières 48 heures, c'était le rapport qui a été rendu public par le président. Elle a dit oui, c'est vrai, l'Iran joue le jeu du programme nucléaire. Et Tillerson, quelques minutes après, quelques heures après, a dit il serait peut-être temps de revoir ce programme nucléaire, cet accord nucléaire. Ce qui est très contradictoire. Alors on ne sait pas du tout dans quelle direction ils sont en train d'aller. J'ai espoir. L'espoir fait vivre. Donc, je savais qu'avec le sujet iranien, on allait dépasser le temps. S'il vous plaît, joignez-vous pour remercier nos 3 panélistes. Et merci d'être resté un vendredi après-midi. C'est pas grave. Moi, je trouvais que c'était clair. Mais j'étais étonnée par l'historicité de la présentation. Oui, mais c'était bien présenté. Avec les espèces de slides, mais moi, j'ai aussi raté ce truc. Mais c'est ça. Le truc que j'ai présenté. Et puis non, ça faisait que... Voilà, merci pour cette belle journée. Aussi, on m'a demandé une synthèse. Certainement, je n'oserais pas aller à encapsuler ces idées si riches, si détaillées, si nuancées. Mais certainement, je suis sûr que vous êtes convaincus, sauf s'il y a un seul rebelle, peut-être je pourrais le frapper par après. Est-ce que vous êtes convaincus avec moi que le Moyen-Orient est un beau cactus? Alors, je crois... accord maximal. Un diplomate canadien, c'est ennuyant, mais ce diplomate était quand même assez comique, qui répondait à une jeune dame qui lui disait « Moi, je comprends bien le Moyen-Orient ». Et le diplomate canadien répond 2 choses. Ou vous êtes une mauvaise étudiante, ou vous avez eu un mauvais professeur, Sam Yaoun. Alors, voilà. Si on pourrait dire qu'est-ce que ce Moyen-Orient en a besoin, il a besoin peut-être du pharmacon, le pharmacon de Platon.
c'est-à-dire ce poison qui est à la fois une cure et un médicament. Alors pratiquement, cette région est incapable de sortir soit un médicament pour elle, pour remédier à ses malheurs, sans que peut-être soit aussi en même temps un poison. Et c'est ce qui se fait qu'il y a une autodestruction, soit par des idéologies religieuses, soit par des puissances géopolitiques, qu'elles soient trop loin, qu'elles soient trop proches de cette région, et c'est ce qu'on est en train de voir. S'il fallait sortir un peu de la dernière remarque sur les États-Unis, si je me permets, certainement je parle sous le contrôle de Frédéric Gagnon, qui m'a dit, si tu termines en 12 minutes, je te donne 2 scotch de plus. Alors, rappelons-nous, le professeur Lindsay le sait, Publius Decius Mus. Ça, c'est en latin, c'est le nom du magazine de l'extrême droite américaine ou de la alt-right. Et vraiment, la rivalité aujourd'hui dans la prise de décision américaine, qu'elle soit avec ce dogmatisme, conservatisme de droite, le conservatisme n'est pas une pathologie, mais quand il est plus de droite, alors avec ce qui était déjà mentionné, la délégation de M. Trump vers l'équipe militaire, qui sont dans un certain conservatisme, mais ils ne sont pas aveugles dogmatiquement. Et c'est ce qui fait un peu la différence. Et c'est pourquoi, comme ça a été dit, je crois, nous, d'ici le prochain colloque, nous voulons observer ensemble, je vous invite à le faire, comment l'administration Trump va signer sa doctrine, comment elle va sortir en articulant une vision un peu plus lisible pour nous et pas nécessairement pour lui. Alors, en ce sens, je crois le Moyen-Orient, il est dans ce paradoxe, ce dilemme mortel, cette fois-ci pour de vrai. En même temps, il est solliciteur d'une intervention américaine et en même temps, il essaie de la repousser. Et cela est vrai pour les Russes, cela est vrai pour les Européens, les Occidentaux et d'autres. Dans le cas de l'ordre politique arabe, sans verser dans le nationalisme si impressionnant des Iraniens, il faut reconnaître que peut-être beaucoup d'Arabes envient cette fibre nationaliste qu'on a trouvée sur le panel, parce que justement, il y a une mort dans les sentiments chez les Arabes. L'arabisme en tant que tel, il est presque caduc et presque hors jeu. Ce qui reste une certaine arabité culturelle, mais elle n'est pas fonctionnelle au niveau géopolitique, d'où les guerres intestines, d'où les rivalités intestines, non pas simplement Iran, Arabie saoudite, plus que ça, et je crois que ça a été posé dans une question, et il y a l'Arabie saoudite versus le Qatar, il y a le Qatar versus les Émirats arabes unis, et il y a à l'intérieur de l'Égypte sunnite contre sunnite, alors pratiquement on ne réduit pas la question simplement chiite, sunnite, malgré qu'elle est la plus désastreuse, mais quand même, il y a d'autres aussi dynamiques conflictuelles qui se font à ce niveau. L'autre point qui est intéressant, je le dis le matin, ce printemps arabe, ce fameux printemps arabe, au-delà du complotisme et de mentalité de complot que Hani a souligné, nous sommes dans une période qu'on appelle en anglais « lost in transition ». Nous sommes perdus dans cette période de transition. On ne sait plus où la boussole nous indique comment faut-il sortir de ce pétrin, de cette gouffre. Et en ce sens, est-ce que c'est une phase incontournable dans toutes les révolutions, dans toutes les mutations, ou c'est le malheur de cette région d'être pareille parce qu'elle est soit un espace de passage, soit parce qu'elle n'a pas les structures de l'immunité, ou parce qu'elle a tous les paradoxes qui ont été cités pour la question iranienne. Troisième point que je peux aussi me permettre de vous l'indiquer comme un thème de réflexion pour les prochains, en prochaine attente pour un autre colloque ou une autre rencontre, c'est le glissement de l'ennemi. Comme vous l'avez remarqué, la centralité sur laquelle a été fondé le Moyen-Orient, la centralité du conflit palestino-israélien, arabo-israélien, est perdue.
Elle est toujours au niveau peut-être symbolique, mais elle n'est plus structurante des conflits. Alors cette perte de la centralité fait que le Moyen-Orient devient comme une table de gigogne, c'est-à-dire une table qui fait sortir des petites tablettes à l'intérieur et chaque conflit déborde sur l'autre et chaque conflit devient une accoucheuse d'un autre conflit. Et c'est ce qui est arrivé depuis au moins 1948 pour ne pas aller plus en avant. Au niveau méthodologique, on a remarqué, et cela, je le considère comme une bénédiction, comme il y a un dicton musulman qui dit que les divergences entre les ulama, entre les savants, c'est une bénédiction de Dieu. Alors pratiquement, heureusement que les scholars, les académiciens, ne s'entendent pas beaucoup sur les méthodologies, ça fait une richesse, et ça fait aussi moins de dogmatisme, et ça pourrait être une façon que nous gardions un peu notre pensée plus vivante. Est-ce que c'est maintenant la question importante? Est-ce qu'il faut reconnaître que cette région a besoin d'une tutelle? La question sur l'absence des Nations Unies, la question est-ce que cette région a besoin d'un certain mandat international éclairé, rationnel, consensuel pour sortir? Dans ma dernière tournée au Moyen-Orient, j'ai remarqué que beaucoup de décideurs ont peut-être, l'ont dit presque carrément, on est incapable seul de sortir de nos valeurs. Alors, je ne sais pas si les Nations Unies, je parle aux diplomates particulièrement, canadiens en particulier, si jamais leur génie inventif pourrait faire sortir un plan Marshall plus, c'est-à-dire un plan Marshall plus un plan diplomatique, ombrella diplomatique sur cette région. Je sais que c'est naïf de ma part, mais permettez-moi de me rêver un tout petit peu. Autre point qui est important, on voit la concurrence dans cette région entre deux industries. L'industrie de la mort, et qui est de plus en plus banalisée, et une industrie qui devient de plus en plus incompétente, l'industrie des fatwas. Les industries d'essayer d'interpréter tout selon le prisme licite et illicite, avec des slogans que peut-être dans le Maghreb, maintenant on a eu plus une bonne prise de conscience que l'islamisme politique, avec ses slogans creux, l'islamisme est la solution, l'islam est la solution, signifie absolument rien. Alors on est entre ces deux industries, une qui fait une banalisation de la mort et une autre qui fait une banalisation de la pensée rationaliste et qui est la seule capable, avec être couplé avec un certain humanisme, de nous faire sortir de cette région. Alors, le dossier nucléaire, vous avez raison, je crois que ça va être la pierre angulaire de la nouvelle politique à l'égard de la région. Malgré tout, la puissance iranienne, comme ça a été décrit brillamment par le panel, va rester, au moins dans une perspective arabe, moyen-orientale, va rester centrale. Comment on sort? Je sais que l'administration Trump est incapable de déchirer ce dossier et déchirer l'entente. On pourrait peut-être faire de la pression, mais où on peut aller dans la pression? Est-ce qu'on va s'engouffrer dans de nouvelles guerres? Est-ce qu'on aura des fuites en avant par des acteurs étatiques ou non étatiques? La guerre Israël-Hezbollah qui a été soulignée, ou plus engouffrement de la situation en Syrie, même sa brutalisation extrême, ou le cas de l'Irak, la terreur Daesh, qui est une bannière, vous le savez bien, même si on n'a pas très bien insisté sur ce point, mais c'est une bannière aussi où il y a beaucoup de services de renseignement, même ceux que vous ne soupçonnez jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Le Moyen-Orient, aussi, devant la sagesse platonicienne, pourrait devenir de plus en plus des chiens à des loups, à des fauves, qui pourraient s'entretuer avec une réalité que c'est très difficile pour moi de la reconnaître, la perte de la valeur stratégique du Moyen-Orient. De plus en plus, on a une perte dans l'encadrement stratégique de cette région et dans les priorités. M. Obama l'a dit, pivoter vers l'Est ou vers l'Asie, et je ne crois pas que M. Trump est trop loin de cette même approche.
Alors, que faut-il faire à notre niveau, nous, à la chaire Raoul Dandurand, à Loma, avec cette équipe extraordinaire? Je crois, Hannah Arendt l'a très bien dit. La pensée est le seul moyen de domestiquer la puissance, et c'est dans le vide de la pensée que naît le mal. Merci beaucoup pour la journée. Et je veux céder aussi la parole à Kim Fontaine, qui va parler au nom d'un grand ami de la chaire et un signataire de beaucoup de ses succès et des succès d'autres aussi, Claude-Yves Charon. Kim. Merci, Samy. Oui, non, je ne suis pas Claude-Yves Charon. Claude-Yves, d'ailleurs, offre ses excuses. Il devait quitter plus tôt. Alors, Kim Fontaine-Skronsky, je suis la directrice adjointe de l'Institut. Je travaille avec Claude-Yves et aussi une doctorante en relations internationales qui vient de déposer sa thèse le mois dernier, ce qui explique les cernes sous les yeux. Et je réalise que je me retrouve aussi dans la pire position de la journée, c'est-à-dire entre vous et le vin qui n'est pas interdit. Donc, je vais être extrêmement brève, mais il est important de souligner et de remercier les partenaires de l'événement. On m'a demandé de les nommer. Donc, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, Aéroport de Montréal, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, le Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM, la Faculté de sciences politiques et de droit, l'IEIM et le Consulat de Belgique à Montréal. J'aimerais aussi souligner le travail exceptionnel de l'équipe d'organisateurs et on m'a aussi demandé de les nommer. Alors, le personnel de la chaire, Frédéric Gagnon, titulaire, Louis Collerette, Céline Vuckelt, Ivana Michelin, Jennifer Teasdale, les bénévoles, Talia d'Aragon, Mathilde Bourgeon et Mylène de Repentigny. Un grand merci aussi au directeur de l'OMA, donc M. Samy Aoun, et bien sûr, une grande main d'applaudissements, je crois, pour Agnès Ziaye. Merci beaucoup, félicitations pour ce succès. Je vous souhaite une... oui. Alors, merci. Nous sommes, l'Institut, nous sommes très heureux d'être partenaires de l'événement. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner en tout dernier point que depuis 6 mois, c'est notre 4e projet collaboratif. Et j'espère que cette collaboration va se poursuivre pour encore plusieurs années, beaucoup d'années à venir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.